Tu veux te lancer sur YouTube ou tu as envie d'améliorer la qualité de tes vidéos, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les meilleures caméras pour faire de la vidéo sur YouTube en 2019. Dans cette vidéo, on va parler de caméras dans un budget de moins de 1000 € en kit, donc c'est-à-dire avec un objectif. Si vous avez un budget plus élevé, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo sur des budgets plus dans les 1500-2500 €. On ne traitera pas non plus les caméras à moins de 500 €. Si vous avez un petit budget, je vous recommande plutôt d'utiliser votre smartphone. Aujourd'hui, les smartphones ont des qualités assez exceptionnelles pour leur prix, comme le OnePlus pour seulement 500 € ou le Pocophone à 300 €. Donc si vous trouvez que la qualité de vos vidéos est plutôt moyenne, dans ce cas-là, c'est plutôt que vous devriez investir dans de la lumière, dans du son, etc. Vraiment, si vous avez un petit budget, investissez plutôt à côté et utilisez votre smartphone. Je vous garantis que votre smartphone, avec une bonne lumière et un bon micro, vous aurez vraiment une qualité assez intéressante pour faire du YouTube. Et n'oubliez pas que le son est super important, il vaut mieux avoir un très bon son et une qualité vidéo moyenne que l'inverse. Cette vidéo est la première d'une série, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. On traitera son et lumière dans une prochaine vidéo. Avant tout, en plus du prix, j'ai prévu quelques autres critères que je vais vous expliquer. Le premier point, c'est d'avoir un écran orientable ou réversible, puisque si vous allez faire des vidéos sur YouTube, vous allez probablement le faire face caméra. L'écran vous permettra donc de voir déjà si vous êtes cadré, si vous n'êtes pas hors champ, si vous voulez montrer un objet, s'il est bien dans le champ, mais ça vous permettra aussi de voir si vous avez encore le focus sur vous, notamment grâce au focus picking. Pour le focus, on en parlera une autre fois, je vous recommande pas d'être en autofocus si vous faites du face caméra comme ici, mais on traitera ça dans une prochaine vidéo. Le second point, c'est de filmer en 4K ou en tout cas en Ultra HD. Alors ça peut vous sembler futile, vous vous dites de toute façon les gens n'ont pas de télé 4K, etc. Mais le but c'est pas de sortir une vidéo en 4K. Le premier intérêt de la 4K c'est d'avoir une définition meilleure. Tout simplement parce que si vous faites une vidéo en 1080 à partir de la 4K, vous allez réduire, donc vous allez avoir un meilleur piqué, une meilleure précision dans votre image. Une vidéo en 1080 exportée en 1080 aura forcément une qualité inférieure à une vidéo 4K exportée en 1080. Le deuxième point c'est de pouvoir cropper dans votre image, c'est-à-dire zoomer sur une partie. Imaginons que vous voulez montrer un objet ici, vous allez pouvoir zoomer dans l'image comme maintenant. Et en fait, vous n'allez pas perdre de qualité. Vous pouvez zoomer jusqu'à 2 fois pour rester en 1080, alors que si vous filmez en 1080, vous allez zoomer et vous allez être en 540, donc ça va pixeliser, ça va pas être beau. Bref, il faut de la 4K. En plus, l'intérêt, c'est d'avoir une caméra future-proof, c'est-à-dire que dans quelques années, vous allez encore pouvoir utiliser votre caméra. Imaginons dans 2 ou 3 ans, quand les télé 4K se seront un peu plus répandues, vous allez pouvoir sortir de l'image 4K, alors qu'en fait, à la base, si vous achetez une caméra 1080, vous allez être un petit peu déçu parce que dans 2 ans, vous allez vouloir changer. Là, vraiment, c'est un investissement sur long terme. En plus, si vous mettez, imaginons, à faire des vidéos un petit peu à côté, vous allez pouvoir vendre vos images sur des banques d'images. C'est plus simple de vendre la 4K que du 1080. Et enfin, dernier point, votre caméra doit avoir une entrée microphone. Le son sur les caméras est souvent assez mauvais, donc il faut brancher un micro externe dessus. Donc c'est essentiel d'avoir une entrée micro. Au niveau du micro, je vous recommande le Rode VideoMic Micro, tout simplement parce qu'il a beaucoup d'avantages. Déjà, il fonctionne sans batterie, donc vous n'oubliez pas de l'allumer ou de l'éteindre à chaque fois que vous filmez. Je vous garantis que j'ai oublié assez souvent d'allumer mon micro et de me rendre compte au bout de 10 minutes de vidéo que j'ai pas allumé mon micro, donc j'ai pas de son. Et l'autre chose, c'est qu'il coûte 50 € et il a un son excellent. Il a un son vraiment équivalent à son grand frère qui coûte dans les 100 €. Bref, il est vraiment excellent pour son prix. Et petite astuce, quand vous le mettez sur votre caméra, il risque de bouger un petit peu comme ça. Ici, vous pouvez verrouiller le câble dans les petits interstices ici. Et là, le micro bouge quasiment plus. Donc si vous l'achetez, petite astuce. Concernant les caméras dont je vais vous parler, petit détail, elles filment toutes en 60 images par seconde en 1080, donc en Full HD. Donc si jamais vous voulez faire des vidéos avec des ralentis, elles le font toutes. Et autre chose, aucune n'ont une prise casque. Donc ça c'est assez rare dans les caméras à petit budget, donc il faut juste le prendre en compte. Vous pouvez toujours brancher en HDMI quelque chose en sortie pour récupérer le son, etc. Voilà, il faut le noter par contre, sur toutes ces caméras, il n'y aura pas de sortie casque. Alors on commence avec la première caméra, qui est le Panasonic Lumix G7, qui était ma caméra que j'avais avant mon GH5. Il est vendu en kit avec un objectif 14-42 mm, qui correspond à un 24-84, puisqu'il s'agit d'une caméra micro 4 tiers, donc il y a un crop factor de 2, donc il faut multiplier par 2 les objectifs que vous achetez dessus. Son premier intérêt, c'est son prix. Déjà, c'est le moins cher de tous. Il coûte seulement 530 € actuellement. Je l'ai payé 520 € l'année dernière, donc vous pouvez le trouver encore parfois un petit peu moins cher, je pense. Je vous mets les liens dans la description pour chaque appareil. Il filme en 4K Ultra HD en 100 Mbps par seconde, ce qui est excellent. Et ce qui lui a valu d'être connu, c'est qu'il a une super qualité vidéo jusqu'à 3200 ISO. Il a une très bonne ergonomie, ça c'est l'avantage chez Panasonic. Il a également l'écran orientable entièrement, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qu'il faut absolument dessus. Au niveau des formats vidéo, il y a plein de réglages possibles. Vous pouvez filmer en Cine Light D, donc c'est un format flat, mais pas encore du log, mais c'est déjà pas mal. Dans les réglages, vous avez le zebra, le focus picking, l'histogramme, donc c'est vraiment une caméra très complète. Dans ses défauts, c'est ce que je vous disais avant, c'est un micro 4 tiers, donc il a un crop factor de 2,
Par contre, c'est compensé par les objectifs chez Panasonic qui ont des focales plus basses et donc correspondent à peu près à des objectifs que vous trouvez chez Canon. Son deuxième défaut, c'est son autofocus. C'est le problème chez Panasonic, l'autofocus est assez moyen. Par contre, comme je vous le disais, si vous faites du fast cam, je vous recommande pas d'être en autofocus. Il y a pas mal de youtubeurs, on le voit, ils sont en autofocus, même des très connus. On voit l'appareil qui pompe sur leur visage alors qu'ils ont des années d'expérience, ils ont un gros budget, etc. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir un objectif qui pompe. Donc voilà, vous vous mettez en focus manuel, vous faites le focus une première fois sur vous, vous mettez une ouverture assez grande pour pouvoir un petit peu bouger comme ça et garder le focus sur vous, mais voilà, mettez-vous en focus manuel. Et son dernier désavantage, c'est qu'il n'a pas de capteur stabilisé. Alors, dans ce budget-là, vraiment, c'est impossible de trouver avec capteur stabilisé, il faut tout de suite mettre beaucoup plus, mais je préférais le préciser, puisqu'après on va aborder un autre appareil qui, lui, a le capteur stabilisé. On passe maintenant chez Canon avec le Canon M50, qui est vendu en kit avec un objectif 15-45 mm pour 640 €. Vous pouvez aussi le trouver avec un objectif 18-150 à 880 €, mais si vous mettez ce budget-là, autant mettre pour l'appareil qu'on va voir tout à l'heure. Dans les avantages, c'est un Canon, donc la science des couleurs est excellente. Vous aurez de belles couleurs, vous n'aurez pas besoin de faire de retouches derrière. Canon, vous pouvez vraiment utiliser l'image en sortie directement, ils ont vraiment une très bonne science des couleurs, notamment au niveau des couleurs de peau. Il y a également une stabilisation numérique en 1080, alors c'est pas excellent, il y a parfois des petits artefacts, mais il faut quand même noter que c'est là, donc si jamais vous en avez besoin et que vous vous déplacez un petit peu, vous filmez en bougeant, voilà, vous avez au moins la stabilisation numérique qui est présente. Comme le Lumix G7, il a l'écran orientable et tactile, donc ça c'est un très bon point. Et enfin, c'est ce qui fait la force de Canon, il a le Dual Pixel. C'est un excellent autofocus, donc si vous voulez faire du vlog, c'est vraiment excellent. Par contre, il ne fonctionne qu'en 1080. Et c'est là qu'on arrive au point négatif du M50, puisque son autofocus Dual Pixel ne fonctionne que en 1080. En 4K, il passe de nouveau sur la gestion des contrastes, et là, il devient pire que les Panasonic. Donc vraiment, si vous filmez en 4K, il faut désactiver l'autofocus. Donc ça reste une très bonne caméra, notamment si vous voulez faire du vlog. Dans les points semi-négatifs, ce n'est pas un capteur full frame, c'est un APS-C. Donc c'est pas du crop factor 2 fois comme un micro 4/3, par contre c'est du 1,4 fois, donc il faut aussi le prendre en compte dans vos achats d'objectifs. Et son autre gros point négatif, c'est qu'en 4K, il a un crop factor de 2,7, ce qui est énorme. Comme je vous le disais, Panasonic, c'est déjà du 2 fois, ce qui est un petit peu désavantageux. Là, du 2,7, c'est juste abusé. Donc, si vous faites la 4K, il va falloir être assez loin de votre objectif ou alors vraiment avoir une focale très faible. Par exemple, l'objectif 15 mm avec un crop factor de 2,7, vous êtes à une focale de plus de 40 mm. Donc là, c'est vraiment très élevé. Du coup, vraiment, la 4K, c'est pas la force du M50. Et enfin, comme le G7, il n'a pas de capteur stabilisé, mais c'est tout à fait compréhensible à ce prix. On passe maintenant de nouveau chez Panasonic avec le Lumix G80, qui est vendu avec un 12-60 mm pour 840 €. Lui aussi, c'est un micro 4/3, donc il a un crop factor de 2, donc le 12-60 mm correspond à un 24-120 mm. Par contre, pour le G80, sa première force, c'est qu'il a un capteur stabilisé. Donc si maintenant vous filmez à main levée, vous n'aurez pas les tremblements de main. Donc ça, c'est vraiment important. Surtout si vous souhaitez faire des petits b-roll pour vos vlogs ou autres. Idem, si vous faites du vlog et que vous tenez votre caméra à bout de bras, et ben ça permettra de stabiliser un peu mieux votre image. Elle sera nettement de meilleure qualité. Comme son petit frère le G7, c'est de la 4K Ultra HD à 100 Mbps par seconde. Il a également une excellente qualité vidéo et ici il peut monter jusqu'à 6400 ISO en étant encore correct. C'est du Panasonic, donc l'ergonomie est vraiment intéressante. L'écran est orientable et tactile. Il y a les mêmes réglages que dans le G7, donc du Cine Light Day, du Focus Peaking, etc. Il a une excellente autonomie, nettement meilleure que le G7, et il est également tropicalisé. Donc là, c'est-à-dire qu'il résiste à l'eau, aux projections d'eau, vous n'allez pas le mettre dans une piscine, mais également au sable et à la poussière, donc ce qui peut être assez pratique si vous voyagez, si vous faites du vlog dans des pays un petit peu chauds ou froids. Et surtout, un appareil tropicalisé, c'est un gage de solidité. Dans les points semi-négatifs, l'autofocus est bon, meilleur que le G7. Par contre, c'est pas du Canon Dual Pixel et c'est pas encore du niveau de Sony. Et malheureusement, en 4K, il a également un recadrage qui se fait, il y a du crop, donc c'est aussi un petit point négatif. Pas aussi abusé que le Canon, mais il y a aussi du crop. Et enfin, je vais faire une petite exception sur le prix, puisque Sony a récemment sorti le Sony A6400, qui lui est vendu en kit 16-150 mm à 1150 €. Par contre, il a un capteur stabilisé, il a une super qualité vidéo jusqu'à 3200 ISO, il a aussi des touches personnalisables, ce qui peut être assez pratique. Et comme les Panasonic, il a du zebra, du focus peaking, des profile picture, un mode loop, des modes de couleur, etc. Donc voilà, il y a énormément de réglages comme chez Panasonic. Au niveau de l'autofocus, il est assez efficace et silencieux. C'est pas non plus du niveau de Canon comme je disais avant, par contre c'est au-dessus de Panasonic. Et au niveau du crop factor, c'est un APS-C, donc ça revient au Canon. Donc c'est du 1,4 et pas du 2 fois, donc ce qui est un avantage par rapport à Panasonic. Par contre, le gros point négatif chez Sony, c'est l'ergonomie.
Au niveau des menus notamment, c'est assez compliqué. Il faut vraiment prendre du temps pour prendre en main. Il faut rentrer dans les sous-menus. Il y a énormément d'options, mais il faut rentrer dans les sous-menus pour trouver des choses. Donc vraiment, déjà chez Panasonic, il y a beaucoup de choses, donc c'est parfois un petit peu compliqué. Chez Sony, c'est encore pire. Du coup, si vous débutez en vidéo, le Sony A6400, c'est peut-être pas forcément la solution. Et un autre point négatif, c'est qu'il n'a pas un écran orientable, mais réversible. Il vient de l'arrière et il passe au-dessus. Donc si vous mettez un micro, ça va vous cacher votre écran. Il faut mettre le micro déporté sur le côté avec une petite fixation. Donc voilà, ça rajoute des petites choses assez compliquées à faire dessus. Donc pour le prix, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Par contre voilà, même si je suis plutôt Panasonic, il faut l'avouer, Sony savent faire de très bons appareils, et ici celui-ci est vraiment très bon avec un bon autofocus, donc c'est un des meilleurs pour tout ce qui est vlog notamment. Voilà, on a fait le tour de ces appareils, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez d'autres sur ceux-ci ou sur d'autres appareils. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner avec la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On traitera encore pas mal de vidéos et il y a également des tutos sur Premiere Pro et DaVinci Resolve qui arrivent. Sur ce, à la prochaine, restez créatifs.